Et en général, quand on part sur des questions ouvertes, ou en tout cas quelque chose de très ouvert, mais les solutions, elles viennent pas de nous, mais elles viennent des personnes concernées, quoi. Ah, ça. Puis même dans l'autre sens, tu vois, genre, j'ai envie de dire aux opérateurs ou aux gens qui sont sur le terrain et qui nous écoutent, pourquoi est-ce que vous attendez que ce soit vos directeurs et vos managers qui proposent des solutions, quoi? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Arnaud Huvelin et je suis le fondateur de Déclic. J'aide les industriels à faire du bâtonnage et du chronométrage digital grâce à des boutons poussoirs connectés tout terrain, qui s'utilisent avec des gants, se nettoient au Karcher et résistent aux environnements ATEX. Après avoir rencontré des centaines d'industriels, j'ai remarqué que le Lean s'applique sur le terrain et que c'est avant tout des histoires de femmes et d'hommes. C'est pour vous partager leurs histoires que nous avons créé le podcast Le Déclic du Lean. Inventé par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Vous voulez enfin vous lancer dans l'aventure, mais vous avez beaucoup d'appréhension ? Ici, on vous partage des cas concrets d'application Lean dans l'industrie. Des réalités vécues par des femmes et des hommes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Damien. Salut Damien. Salut. Damien, je commence toujours mes épisodes de podcast de la même manière. C'est une question que j'adore, je pense qu'on se la pose pas assez. Comment ça va vraiment ? Eh bien, vraiment, en ce moment, ça va très très bien. Ça va très très bien, parce que tout simplement, j'ai commencé une nouvelle prestation là depuis lundi. Et du coup, c'est une prestation que j'attendais depuis longtemps parce que c'est chez un grand compte, donc une prestation longue durée que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir encore. Donc, pas stressé du tout et plutôt très content. Top, trop cool. Du coup, t'as déjà commencé à vendre la mèche un peu, mais donc t'es consultant et tu fais des missions d'amélioration continue. Je sais pas comment t'appelles ça, des missions de performance. Comment tu te qualifies, toi ? C'est ça. Alors pour moi, de comment je me vends, donc ce que je mets sur mon étiquette entre guillemets, c'est que je suis consultant en qualité, sécurité, environnement et performance industrielle, qui est ma spécificité. Donc je suis issu d'un parcours de technicien puis responsable qualité, sécurité, environnement, et j'ai la partie amélioration continue qui m'intéressait énormément, et du coup j'ai fait un master spécialisé dans ce domaine-là, quoi. Donc je me vends consultant QSE et performance industrielle. Qualité et performance industrielle. C'est quoi quand est-ce que la première fois que t'as rencontré le Lean, c'était à l'école ou c'était directement en entreprise ? Alors non, le Lean, la toute première fois que je l'ai rencontré, j'étais technicien qualité, et en fait dans mes activités, je devais surveiller plusieurs processus. Donc j'étais dans l'aéronautique, et un jour on est venu me voir et on m'a dit voilà, Damien, ça fait pas mal de temps que tu travailles sur ce processus-là. Alors c'était un processus de qualification des compagnons, des opérateurs sur l'auto-vérification. Voilà. Donc Okay. Et en fait, on est venu me voir, on m'a dit Damien, ça fait longtemps que tu travailles dessus, sur ce processus, donc tu le connais bien. Est-ce que ça te dirait de participer à un chantier Kaizen ? Alors, quand la première fois que j'ai entendu le nom, je me suis dit je sais pas du tout ce que c'est. Donc pour découvrir ça, bien sûr, il n'y a pas de souci, je veux bien participer. Et du coup, j'ai découvert là ce chantier-là. On s'est tous réunis dans une salle avec le tableau, les post-it et les différentes phases du Kaizen. Et à partir de là, je me suis dit ok, simplement surveiller un processus, donc c'est hyper intéressant, mais on en fait vite le tour. Et participer à son amélioration, j'ai trouvé ça vraiment vraiment top. Et d'ailleurs, ça a été un des éléments déclencheurs de ma reprise d'études, quoi, parce que j'étais technicien qualité, j'ai repris mes études et je suis parti vers des postes de responsable et ingénieur en lean management. Donc c'était un bon déclic. Ok, donc en fait c'est ce que tu as vu en entreprise et après tu t'es dit je vais reprendre des études pour faire ça du coup à temps plein, quoi. Voilà, parce qu'en fait dans ce chantier Kaizen là, donc il y avait un représentant de l'équipe Lean de l'usine en question, et du coup en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le Kaizen. C'est lui qui m'a aussi présenté pour la première fois tout ce qui était le CPS, etc. Donc je me suis dit mais c'est vachement intéressant, et ça va dans une bonne logique, quoi, de moi, ma perception du travail, quoi. Je me suis dit voilà,
me remettre en question et remettre en question ce sur quoi je travaille, ben c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc autant prendre du plaisir à travailler. Et je trouve qu'aujourd'hui, le lean management et les prestations que je peux avoir autour de ça, je prends vraiment énormément de plaisir à les réaliser, quoi. Ce que tu as appris à l'école versus ce que tu fais sur le terrain aujourd'hui, ton avis là-dessus, ton opinion? Alors, quand on apprend les différents outils, c'est super intéressant parce que ça fait un peu la boîte à outils un peu magique, quoi. Je l'ouvre, je me sers, il y a plein d'outils et je me dis waouh, super. Je suis sûr que si ça je le vends aux opérateurs ou aux techniques ou même à des managers, ça va être top. Parce que je suis convaincu de l'outil, on va dire. Après sur le terrain, ce qui est différent, c'est que en face de nous, il y a des femmes et des hommes, quoi, qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Et moi, le gros frein que j'ai pu rencontrer, que ce soit en tant qu'alternant, en tant qu'embauché ou en tant que consultant, c'est évidemment la conduite du changement, quoi. Parce que le lean, on a une étiquette, on va dire, qui a mal été vendue au début, quand c'est arrivé et que ça s'est un petit peu démocratisé. Comme quoi, voilà, c'est un petit peu là pour supprimer certaines activités, etc. Donc cette étiquette, un peu comme l'étiquette du qualiticien, elle a pas trop bougé. Alors elle tend à évoluer positivement, donc c'est bien. Mais on va dire que voilà, le frein, c'est la conduite au changement parce que l'outil que moi je juge top et vraiment hyper intéressant à utiliser. Quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis des années, lui se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut me faire utiliser et pourquoi je changerais, quoi. Donc c'est le seul frein que j'ai pu, enfin la seule différence, on va dire, que j'ai pu rencontrer entre la théorie et la pratique. À l'école, quand on te l'explique, quand tu vois les outils, ça a l'air dingue et tu te dis mais pourquoi est-ce que c'est pas utilisé partout? Et puis après, quand tu vas sur le terrain, derrière la machine, sur une ligne de production, tu te rends compte que les gens, ils ont pas envie de l'utiliser. À tort ou à raison? Je pense, pour moi à tort d'un côté, parce que j'ai envie de dire, je suis pas peut-être objectif parce que je suis convaincu de l'outil. Après derrière, il faut comprendre. Moi en tout cas, c'est ce que je m'attelle à faire depuis que j'ai commencé en tant que consultant, c'est de prendre le temps de comprendre le contexte de l'entreprise et surtout du métier concerné ou des métiers concernés par le projet Lean en question. Parce que c'est là où je me rends compte des fois qu'il y a des surprises et au final le frein il est pas forcément par rapport à l'outil en lui-même, mais par rapport à des petits blocages peut-être sociaux ou alors hiérarchiques et c'est là où je me dis que au final en l'accompagnant en tout cas, je pense que l'outil il peut avoir le vrai côté positif, entre guillemets. Le mot conduite du changement, j'aime bien, c'est la qualification pour pour dire putain, les opérateurs ils veulent pas, faut qu'on trouve un moyen qu'ils veulent. Ça a été quoi je suis persuadé que c'est une conviction personnelle, on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs qu'en réussissant. Oui, exactement. Même si je suis aussi persuadé d'une autre chose, c'est que personne n'aime échouer. Oui. Mais ça c'est pas important. La question c'était, c'est quoi la première fois que du coup t'es arrivé avec ta mallette d'outils en te disant putain mais ça va cartonner, et en face de toi t'as pris un mur. D'une violence. Je l'ai eu il y a 3 ans à peu près où j'ai une grande mission là qui dure à peu près 1 an et demi dans une entreprise où je me suis dit allez, c'est parti, je vais sortir la grosse mallette à outils, gestion de projet, DMAIC, on va sortir tout ça. Ouais. Et là j'ai fait face à un mur qui est donc une entreprise qui était très, très familiale, grande, hein, assez grande, mais dans l'esprit familial. Et voilà, le premier truc qu'on m'a dit, c'est écoute, il y a un mec comme toi avec la mallette du Lean qui est venu il y a 6 ans pour tout révolutionner, il s'est vite fait renvoyer à la porte. Donc je me suis dit ok. Je me suis dit on est peut-être pas parti du bon pied. Et de convaincre quelqu'un qui de base est fermé,
c'est compliqué. C'est compliqué et c'est là où ce que je trouve intéressant avec le lean, c'est qu'en fait, bon, il y a des outils qui sont assez lourds dans le sens où on est plus sur la gestion de projet, et après il y a des tout petits outils, des petites améliorations qu'on peut utiliser sans directement dire que ça vient du lean, et dire derrière, voilà, une fois que ça a bien marché, que la personne a adopté et qui sait que la personne s'est laissée embarquer dans cet atelier-là, dire ben voilà, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle dans le lean, ça s'appelle tel outil. Donc tu vois qu'au final, le lean, c'est pas forcément quelque chose qui va révolutionner la terre entière, mais c'est juste de la logique en fait. C'est un peu de bon sens paysan. C'est ça, voilà, c'est le bon sens paysan, quoi. Et si on peut revenir un peu là sur cette première expérience, c'était quoi le contexte, comment ça s'est passé et combien de temps surtout, et comment, tu vois, ça a été quoi les étapes et le temps pour finalement amener des nouveaux outils, des nouveaux processus? En fait, moi, les outils et les outils, en tout cas dans cette expérience-là, m'ont servi un peu à refondre et à améliorer les processus qu'il y avait en place, pour en fait prendre en considération mieux le client. Parce que le contexte de l'entreprise, c'est que historiquement, 90% des clients de cette entreprise-là sont des clients du militaire. Et en fait, c'est un marché que j'ai découvert sur cette expérience-là. Et en fait, je me suis vite rendu compte que le militaire, enfin l'aviation civile en tout cas, est beaucoup plus cadrée que l'aviation militaire. Donc historiquement, vu que le client était uniquement militaire, la culture qualité au sein de l'entreprise, elle n'était pas forcément existante, parce que c'est des armées qui signent les contrats, c'est des contrats qui sont liés à l'État. Donc en fait, que le client soit content ou pas content, le contrat est signé et négocié sur une échelle que même nous, voilà, on n'a pas la visu, quoi. C'est l'État, c'est le gouvernement. Et là, dans la mission qui m'a été confiée à l'époque, le but de cette entreprise, c'était de s'élargir et d'agrandir son panel de clients liés à l'aviation civile. Donc l'aviation civile, faut aller se chercher les compagnies aériennes, quoi. Et les compagnies aériennes, autour de ça, il y a une culture qualité qui doit être mise en place. Et faire naître cette culture-là au sein d'une entreprise qui est très familiale, très fermée, très bloquée au changement, et qui n'a pas forcément eu de culture qualité depuis qu'elle existe, c'est-à-dire pratiquement 100 ans, quoi. Donc en tout cas, cette expérience-là m'a beaucoup appris, parce que j'ai pu utiliser des outils. Alors ça m'a pris, pour revenir à ta question, le faire adhérer des petits outils du lean, que ce soit le 5S ou la VSM ou le DMAIC, etc. Ça m'a bien pris toute la durée de la prestation, et je me suis rendu compte des gains vraiment qu'à la fin. On était à 1 an et demi, quoi. Donc c'était quand même assez long. Tu dirais que le changement comme ça là pour une société qui découvre le lean, l'amélioration continue. Quand je dis qui découvre, ça veut dire que c'est tout le monde qui doit s'y mettre. On va pas revenir sur le fait que c'est aussi les managers. Toi, tu dis ça prend combien de temps généralement pour que les gens rentrent dans cette démarche, se l'approprient et en comprennent que c'est eux les moteurs et que ça va les aider? Moi, franchement, honnêtement, je pense que ça dépend de l'équipe qui est autour du projet. Parce que j'ai eu vraiment 2 cas de figure où j'ai eu l'entreprise très industrielle, très métallurgie, fonderie à l'ancienne, quoi, entre guillemets. Et là, ça m'a pris énormément de temps. Et au contraire, j'ai eu un projet très récent, toujours dans le domaine aéronautique, où les équipes projets qui étaient concernées par ce projet-là, où je devais mettre en place aussi des outils du lean pour simplifier les process. On était sur des équipes liées au marketing, au juridique, au commercial. Eux, ils voulaient tout très vite. Donc en fait, ils étaient hyper emballés par la démarche et voulaient même aller trop vite, quoi. Donc moi, je pense que ça dépend, on va dire, un peu de l'équipe, mais en moyenne, sur un projet de transformation des processus, pour moi, il y a bien entre 6 mois et 1 an de moyenne facilement. Parce que voilà, les outils sont là aussi pour être inclus dans les petites routines du quotidien.
et pour que la routine prenne, il faut quand même un peu de temps, quoi. C'est vrai que on n'en parle pas souvent du temps que ça prend, mais c'est, enfin, changer tout un processus, des mentalités, c'est Ah oui. non, on va pas faire ça en une semaine, quoi. Alors c'est clair, non, c'est long, c'est très long et comme on le voit, enfin comme on le dit souvent dans le lean, hein, les petits gains, faut vraiment les standardiser, les garder et bien montrer qu'on avance pas à pas, quoi. Faut pas partir en partant sur des projets où on veut utiliser des outils du lean et tout ça. Faut pas s'attendre à avoir une grande victoire au bout de 2 semaines, un mois, 2 mois. J'ai l'impression que le plus dur, en fait, dans tous les projets d'amélioration continue, c'est de montrer que ça bouge. Exactement. C'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est les deux gros piliers qui est autour de, parce que les outils du lean, évidemment, quand on les apprend et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on les apprend en cours, etc., on est très vite convaincu que ça peut être efficace. Par contre, Ouais. quand on arrive en entreprise, il y a le côté le faire adhérer et derrière que ça marche, le communiquer, quoi. Et après, il y a tout le travail évidemment de communication et ça je trouve que moi c'est clair, c'est hyper important, quoi. Parce que si si on communique trop, ben on tombe vite dans les oubliettes et si on communique pas assez, ben pareil, quoi. Donc enfin montrer aux collaborateurs de l'entreprise que le lean ça marche. C'est clair qu'en termes de communication, j'ai envie de dire même c'est un autre travail, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais en plus, c'est hyper important parce que des fois, tu vas faire en plus, tu vois, c'est rigolo, mais c'est une question de point de vue. Tu vas mettre en place un petit processus, tu vas mesurer l'avant et mesurer l'après et tu vas montrer que du coup, il y a eu un gain. L'opérateur, alors déjà, le premier truc, c'est que l'opérateur, s'il faut, il l'a même pas vu. C'est clair. Tu vois, parce qu'on n'est pas des machines, nous, on n'est pas des machines qui comptent, on est des machines émotionnelles. Donc, des fois, on se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir sur la productivité, certains petits changements. Alors qu'à la fin de la journée, on se pose et on fait, ah ouais, putain, en fait, j'ai fait 100 tables aujourd'hui, j'en ai pas fait 2, quoi. Ouais, Et, c'est clair. bon, enfin, de 100 à 2, on la voit, la différence. Mais des fois, les changements, on n'arrive pas à les détecter. Donc, déjà, tu le montres à l'opérateur. Ensuite, tu as le manager qui, lui, est pas sur la chaîne de production, mais qui gère les opérateurs. Pareil, si jamais tu lui montres pas par A plus B que regarde, il y a eu un changement en faisant ça, ben, il va peut-être pas pousser la démarche et c'est normal. Ouais. Et puis après, tu as le directeur qui est là, encore plus loin du truc, parce qu'il est sur d'autres fonctions et d'autres décisions. Pareil, il faut lui montrer que la démarche, elle est en train d'être porter ses fruits et que lui aussi, du coup, il doit donner plus de liberté aux équipes pour qu'elles fassent plus de choses, quoi. Mais c'est exactement ça. Et moi, au début, c'est une question que je me posais, où je me disais voilà, je suis convaincu que ça va marcher. Maintenant, il faut que les autres le soient aussi, et il faut que j'embarque tout ça. Et la petite découverte, en tout cas, moi, c'est un test que j'avais fait sur ma dernière expérience. En fait, j'avais un tuteur de stage à l'époque qui m'a fait découvrir l'expérience client. Alors c'est pas encore hyper connu, encore moins que le lean, mais et en fait quand j'ai transformé ces processus-là avec l'aide des outils du lean, je me suis dit vu que je viens de découvrir l'expérience client qui est en fait déceler tous les irritants que peut avoir au quotidien pour au final vivre ce qu'on appelle une expérience inoubliable, je me suis dit pourquoi pas prendre un peu de l'avance sur mon projet lean, ce que je veux faire, et me dire ok, toi collaborateur ou toi membre de l'équipe qui va être impacté par ce projet-là, déjà dis-moi les irritants que tu as au quotidien dans ton activité pour que je puisse utiliser les outils du lean pour les lisser et les supprimer. Et en fait, rien que de faire ça a très très vite montré aux membres de l'équipe et aux personnes concernées par le projet qu'en fait, voilà, déjà avec le lean, je peux déjà supprimer ou en tout cas lisser la plupart des irritants que tu as dans ton quotidien. Et en fait, dans ma dernière expérience où j'ai pu utiliser le lean dans une méthode de projet, mais ça m'a ouvert les portes partout, quoi. J'ai eu 100% des membres de l'équipe projet qui ont adhéré au lean, en leur montrant qu'en fait, avant d'attaquer le projet lui-même, je vais te faire découvrir le lean en te montrant que je peux te supprimer quelques irritants du quotidien.
dans tes activités, et là, mais ça a été une démarche. Enfin, en tout cas, moi, ça a été une grosse victoire. Ça. C'est un conseil que je peux donner à ceux qui veulent utiliser certains outils, ou en tout cas démarrer un projet en lean management. Déjà, le vendre en essayant d'utiliser des petits outils comme ça pour lisser et montrer que dans le quotidien, le lean peut supprimer plein de petits problèmes. Franchement, en tout cas, enfin, moi, ça m'a vachement aidé, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu un must-have en fait aujourd'hui. Enfin, un must-have. C'est même genre. Je vais exagérer le truc. C'est la moitié de ton temps. J'exagère, mais peut-être tu diras un autre chiffre, mais moi je dirais la moitié de ton temps quand tu fais de l'amélioration continue, c'est de communiquer à tout le monde et de t'assurer que les gens ont eu l'information du changement, ou alors, enfin, en gros, c'est la moitié du temps, c'est mettre en place, et l'autre moitié du temps, c'est communiquer, quoi. Parce que, en fait, on néglige à quel point, et ça, c'est fou, tu vois, genre, j'imagine que tu as dû voir des changements aussi comme ça de comportement sur des équipes qui communiquaient pas entre elles, sur les quantités produites, sur les arrêts qu'il y a eu, sur la mise à jour sur la maintenance, tu vois, entre l'équipe maintenance, entre l'équipe production, entre l'équipe logistique, avec les managers, etc. Et une fois que tu arrives et que tu mets en place de la communication, des rituels où ces gens-là se disent les choses, putain, mais c'est le jour et la nuit, quoi, en fait. Et tout ça juste à cause de problèmes de communication, entre guillemets, quoi. Ben, ça tombe bien ce que tu dis, parce que c'est la remarque que j'ai eue pas plus tard qu'hier. Parce que voilà, j'ai commencé une nouvelle prestation, comme je disais, depuis lundi. Et dans le même bureau que le mien, j'ai le responsable amélioration continue du groupe. Et il m'a dit, tu vois, j'essaie de faire plein de petits projets. Il a fait plein de petits leaflets, de newsletters autour de Lean, des outils pour les faire connaître, etc. Il utilise ces outils dans différents projets. Et en fait, il me dit, le plus dur aujourd'hui, c'est ça. C'est une fois que j'ai montré que l'outil est efficace, le pérenniser dans le temps, quoi. Montrer qu'en fait c'est efficace, mais c'est efficace pas juste sur le moment. C'est efficace vraiment quand c'est bien utilisé quotidiennement, etc. Et c'est une discussion qu'on a eu hier où moi je lui disais pareil, le retour d'expérience que j'ai des projets que j'ai pu mener ou dans lesquels j'ai pu participer. Toutes les phases du projet, l'équipe elle est à fond dedans. Et dès qu'on arrive à la fin, qui est plutôt la phase standardisée, retour d'expérience et tout ça, je trouve qu'à plus de 80% du temps, ces phases-là sont un peu bâclées, quoi. Et du coup, tout ce qu'on a mis en place dans le projet, on se félicite, super, on est content, on a validé le projet, on a terminé le dernier jalon. Mais la phase un peu standardisée et les bonnes pratiques et pérenniser tout ça, je trouve que souvent elle tombe un peu à l'eau, quoi. Alors c'est mon humble retour, j'ai envie de dire entre guillemets, mais c'est clair que la communication avant, pendant et après, et surtout après, elle est primordiale, quoi. Ouais, surtout après finalement, parce que t'as raison. Tu finalement au début, t'arrives, tu présentes un peu ce que tu peux faire. Tout le monde est toujours motivé. Tu mets en place. Bon, les gens ils voient quand même que ça bouge, même s'il faut quand même un peu communiquer. Mais après, en fait, ça va se tasser dans le temps si jamais tu t'arrives pas à le pérenniser. Pour toi, c'est dû à quoi ce manque de... Est-ce que tu penses que c'est culturel, c'est lié, parce que j'ai l'impression que c'est symptomatique sur quasiment toutes les organisations, tu vois, genre, enfin, c'est pas lié tu vois, genre à une région ou à un type d'industrie. C'est, tu vas dans de la fonderie, dans le bâtiment, dans le bois, dans le luxe, dans l'agroalimentaire. Il y a toujours en fait ces soucis-là. Donc finalement c'est peut-être plus culturel à l'éducation qu'on a à l'école, ou peut-être à l'éducation en France. J'ai pas l'impression que ça soit que en France, parce que j'ai l'impression que c'est pareil dans les autres pays. C'est pas pour rien qu'ils ont inventé ça au Japon ou ailleurs. Peut-être que c'est culturel, tu vois, notre éducation de manière au sens plus large. C'est peut-être ce côté un petit peu où on est un petit peu formaté évaluation, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on travaille jusqu'au dernier jalon qui est l'évaluation, hein, qu'elle soit écrite ou orale. Et une fois qu'elle est faite, on n'y revient plus, en fait. Et en fait, c'est alors moi, à côté de mes activités de consultant, je suis aussi formateur en tout ce qui est QSE et Lean Management.
Et en Ok, fait, super. et en fait, ce que j'apprends à mes élèves aujourd'hui qui passent des diplômes dans de niveau bac+2, quand on est sur du technicien qualité ou coordinateur qualité. Quand j'arrive au niveau du cours de l'audit, par exemple, ce que je leur fais faire comme exercice, je leur fais pas faire un audit dans une entreprise. Je leur dis, écoutez, on est à la fin de la formation, on va attaquer l'audit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous allez vous auditer entre vous sur votre niveau d'assimilation de la formation. Et direct, la première réponse que j'ai, c'est on va faire une évaluation, on va faire un contrôle, quoi. Je dis non, pas du tout, quoi. C'est bien pour montrer qu'en fait, dans tout ce qu'on a, la manière dont on est formaté depuis qu'on est gamin, quoi. C'est-à-dire que je révise, je suis évalué et après c'est fini. Par l'audit ou par des outils du Lean ou de la qualité, en fait c'est s'évaluer, mais après derrière se faire son propre commentaire et son propre plan d'action sur les erreurs, etc., pour pouvoir y revenir plus tard. Mais c'est cette fameuse boucle PDCA qui est un peu liée, hein, qualité Lean, on l'a un peu dans les deux, quoi. Mais c'est quand tu dis que c'est culturel, pour moi ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est la manière dont on est évalué, ou en tout cas parce qu'en fait les gestions de projet qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit peu les évaluations qu'on faisait au collège ou au lycée, quoi. Ouais, puis t'as dit le mot contrôle, en fait. C'est rigolo, tu vois. T'as dit on va faire un contrôle, et derrière qui dit contrôle dit en fait, parce que c'est rigolo, tu vois, genre le but de l'amélioration continue, ton but à toi en tant que consultant, et même le but de n'importe quelle personne qui fait de l'amélioration continue dans une usine ou partout, peu importe son poste, c'est de trouver les erreurs. C'est de trouver les défauts, en fait. Les choses qui marchent, finalement, on s'attarde pas trop dessus, on les félicite pas, on les récompense pas, ce qui est peut-être aussi un autre problème. Oui. Mais surtout, on va chercher les erreurs, quoi. Et c'est là où je pense que ça coince, et tu l'as dit tout à l'heure, on va faire un contrôle, et là, direct, tu vois, tu retombes en enfance, comme tu dis, là, on est au collège, je vais me faire évaluer, je vais prendre une sale note, machin, etc. Sauf que je pense que ça coince peut-être à ce niveau-là où l'erreur est pas sur la personne, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, on le voit, hein, dès qu'il y a un audit, tout le monde est en stress, quoi. C'est clair. Même un audit interne, hein, alors que c'est vraiment l'outil d'amélioration par excellence, quoi. Mais c'est vrai que c'est fou, t'as raison, j'avais jamais calculé. À chaque fois que j'ai une usine, un prospect ou quelqu'un au téléphone et qui me dit je suis en audit, c'est la carte, oui, c'est clair. C'est la carte magique pour dire mec, là, il faut pas me parler. Pendant une semaine, pendant 2 semaines, c'est le combat, là. Là, on est sur le front, et t'as l'impression qu'ils vont mourir, quoi. Si jamais il y en a un qui marche sur la mauvaise ligne, au mauvais endroit, c'est fini, quoi. Genre. C'est clair. Alors c'est la manière aussi de le dérouler. Moi, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que même dans la manière, dans l'approche où on va amener l'outil du lead, par exemple. Parce que pour moi, audit et les outils du Lean, ça c'est proche, quoi. On peut combiner les deux. Et en fait, on le voit par les questions, en fait. Dès qu'on arrive sur de la question ouverte, on n'est plus du tout sur quelque chose de fermé, de cloisonné, de contrôle, quoi, comme je disais tout à l'heure. On est vraiment sur une discussion. Et c'est ça c'est ce que je trouve aussi intéressant dans certains outils du Lean. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas venir contrôler, quoi. Je vais pas venir sanctionner, surtout ça, quoi. Je vais pas venir sanctionner. Moi, par exemple, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, quand j'utilise la VSM, par exemple, le stream mapping, c'est ça? C'est ça, voilà, exactement. En le faisant qu'à base de questions ouvertes et en le faisant vraiment en discussion ouverte, voilà, en réunion, les gens voient directement que je viens pas fliquer ce qu'ils font, quoi. Surtout quand on arrive au tact, à la mesure, etc. Je suis pas là pour dire t'es long, quoi. c'est vraiment prendre de la mesure, prendre du recul pour voir s'améliorer. Et en général, quand on part sur des questions ouvertes, ou en tout cas quelque chose de très ouvert, les solutions, elles viennent pas de nous, mais elles viennent des personnes concernées, quoi. Et
Je pense que c'est le but absolu. Ah, mais ça, amen. Hein. Je suis tellement d'accord avec ça et je suis en train de chercher très fort dans ma tête une analogie, mais parce que ça paraît tellement évident et c'est encore tellement pas fait. C'est encore tellement pas fait, mais ça paraît tellement évident de dire, mais c'est sur le terrain qu'il faut trouver les idées, quoi. Tu vois, puis même dans l'autre sens, j'ai envie de dire, en fait, tu vois, genre, j'ai envie de dire aux opérateurs ou aux gens qui sont sur le terrain et qui nous écoutent, pourquoi est-ce que vous attendez que ce soit vos directeurs et vos managers qui proposent des solutions, quoi? C'est vos problèmes. Votre directeur, il est là pour arbitrer un budget. Il est là pour, à la limite, la seule chose que vous devez à votre directeur, c'est le convaincre que si il le faut, et la seule manière de convaincre un directeur, flash news, il faut des chiffres. Il faut lui amener des chiffres. Il faut que ça soit chiffré. Tu lui dis combien de temps t'as perdu. Tu lui dis à cause de quoi. Tu lui expliques un peu, parce que forcément il bosse pas avec toi. Tu lui donnes des chiffres. Et tu lui donnes des chiffres et que tu lui dis combien d'argent il peut gagner, bah, c'est son but, lui, c'est que l'usine elle tourne mieux, donc normalement tu vas avoir ton budget. Mais arrêtons d'attendre que ce soit les directeurs qui proposent des trucs, quoi. Je sais pas, puis même même quand tu bosses, enfin t'imagines, c'est horrible. T'attends qu'un mec qui descend jamais dans l'usine, qui connaît pas ton métier, vienne te sauver la vie, quoi. Ben, c'est exactement ça, et c'est ce qui se fait malheureusement dans pas mal d'entreprises, et c'est pour ça aussi que nous, en tant que ce soit que consultants ou même salariés dans des métiers comme la qualité ou la performance industrielle, on est vite, on est vite face à des freins, parce qu'en fait, les gens qui sont là depuis des années nous disent, écoutez, voilà, le nouveau logiciel miraculeux qui vient de la direction, c'est de la merde. auquel on nous forme pas, auquel en fait on apprend au final que il a été acheté parce qu'il était moins cher que les autres, sans consulter les personnes qui vont l'utiliser. Nous, qu'on veut faire derrière adhérer un petit 5S, on se prend le mur et les antécédents de tout ça, quoi. Donc c'est ça où aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut essayer d'initier une démarche, qu'elle soit lean ou qualité dans une entreprise, de suite il faut aller chercher les bénéfices que ça peut avoir d'abord pour la personne qui va l'utiliser, pour qu'elle puisse derrière proposer des solutions et derrière monter tout ça à la direction avec des chiffres, etc. C'est plutôt dans ce sens-là, comme tu dis, que plutôt l'inverse, quoi. Où c'est la direction qui descend vers l'usine, quoi. Ouais, moi je pense qu'il faut que la direction, tu vois, en fait il y a la direction, il faut qu'elle fasse un saut dans le vide et qu'elle dise je fais entièrement confiance à mes équipes et ça va bien se passer, les gars. Et les opérateurs, d'un autre côté, faut qu'ils disent je suis plus attentiste. Si je veux quelque chose, je le demande, je le propose. Et vu que j'ai une direction qui me fait confiance, eh ben je pourrais essayer et je pourrais faire des bêtises aussi, parce que c'est ça qui est bien, tu vois. Je pourrais revenir en arrière en disant bon ben voilà, on a essayé, ça marche pas. Mais aujourd'hui, tu vois, on assiste à des opérateurs qui râlent parce qu'ils sont pas écoutés et parce qu'ils ont l'impression que, enfin, ils disent même plus rien. Tu vois, il y a ce syndrome aussi, tu vois, est-ce que tu connais cette expérience? Et je trouve qu'elle est très juste. Donc il y a des singes qui sont dans une cage, enfin une pièce, et il y a une échelle qui mène à des bananes, d'accord? Ah, je crois que accroché en haut. Tu la connais, ouais. Et du coup, donc on les laisse là, et dès que le premier monte, tous les singes reçoivent, et le premier monte et touche la banane, tous ils reçoivent une décharge électrique. Ouais. Donc au début ils comprennent pas, et puis après ils recommencent, et puis ils commencent à comprendre la cause à effet, et donc à chaque fois qu'un des singes s'approche pour attraper une banane, les autres le rattrapent et il se fait tabasser. Ouais. Parce qu'ils ont pas envie de recevoir la décharge électrique. Ils font rentrer un nouveau singe et ils en enlèvent un. Et le nouveau singe qui arrive, forcément, il sait pas, tu vois, il a jamais vu le truc, et il voit la banane, donc il commence à monter sur l'échelle. Là, il se fait attraper par les deux autres et il se fait défoncer. Ah ouais, c'est ça. Et lui, il a jamais eu le coup de collier, tu vois. Ouais. Et en fait,
Et à la fin de l'expérience, t'as les 3 singes, du coup. Enfin, il y a plus que des nouveaux singes qui n'ont jamais eu de coup de collier, jamais eu de décharge électrique, Ouais. mais qui empêchent quiconque s'approche de l'échelle de s'approcher de l'échelle. Ah, mais Et, c'est c'est un truc très culturel. Moi, on peut appeler ça, c'est peut-être pas le bon terme. Moi, j'appelle ça l'empirisme ou c'est, ou tu sais, c'est de la culture. C'est, on fait jamais comme ça parce qu'on n'a jamais fait comme ça et parce que ça a toujours été comme ça, tu vois. Et quand je fais le parallèle dans une usine, j'ai l'impression que tu vois que même les jeunes qui arrivent dans une usine, eh ben automatiquement, on leur apprend que ça sert à rien de demander un truc parce que ça changera rien, parce que c'est pas à toi de décider, parce que c'est les managers, c'est les directeurs qui décident. Donc t'embêtes même pas à proposer quoi. Et ouais. et tu vois, ça va être très dur de changer tout ça parce qu'en fait, il faut changer la mentalité de millions de personnes C'est ça. sur un truc où il faut dire aux gens, mais non, ça peut être autrement. Et évitons d'arriver dans une usine comme ça où t'as des directeurs qui eux aussi sont nouveaux, Mm. tu vois, qui pensent et qui attendent de leur équipe terrain de proposer des choses machin, qui ont rien. Et ben en fait ouais parce que tes prédécesseurs ont mis une mauvaise culture et puis parce que peut-être que t'as que des nouveaux employés mais tout le monde est persuadé que il sera pas écouté quoi. Et je C'est pense que ça. ça c'est symptomatique. J'ai rarement rencontré, je sais pas si toi parmi toutes les usines que t'as rencontrées, t'as déjà rencontré une usine où les opérateurs ils étaient convaincus qu'ils allaient être écoutés? Non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et en plus, on est dans un contexte, surtout en France, où la présence des syndicats est assez forte. Et en fait, quand on approche du contexte un peu usine, il y a souvent le conflit usine-direction, il est tout le temps, quoi. Et encore, ça c'est pour grossir au maximum, sans parler des conflits qu'il y a interdirection qui sont connus depuis des années. Qualité prod, la plupart du temps ça clash. Les commerciaux avec la prod aussi, il y a souvent du clash. Et par rapport à ce que tu disais, moi je reste quand même un peu, j'ai envie de dire un petit peu optimiste, quoi, parce que c'est clair que c'est ce côté un petit peu je suis pas forcément écouté, j'ai pas forcément envie de prendre d'initiative, etc. Je pense que ça va changer parce que maintenant enfin j'espère en tout cas que ça va changer parce que les nouvelles générations qui arrivent, elles sont dans la fameuse pyramide là des priorités. De Maslow, ouais. C'est ça, voilà, elles sont assez concernées, on va dire, par en tout cas qu'est-ce que la direction pense de moi, en tout cas quelle est ma place dans l'entreprise. Et Alors là, je te rejoins à 10 000%. C'est vrai que j'ai dressé un peu un constat un peu pessimiste, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que il va y avoir des changements culturels à ce niveau-là énormes, notamment rien que par le fait que aujourd'hui, un jeune qui sort d'école, il cherche pas un taf pour l'argent. c'est clair, mais c'est C'est exactement fini, ça. c'est fini. Et de même que moi, les jeunes opérateurs que je rencontre, c'est des métiers passion. Ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des tables, ils fabriquent des avions. C'est aussi des métiers passion parce qu'en fait, on est une génération, enfin, la mienne, je pense, comme la tienne et celle qui arrive, qui est en quête de sens. Et donc, du coup, qui C'est a d'accord. envie que ses idées soient entendues, etc. Et donc, ça va apporter des nouveautés. Mais derrière, tu vois, c'est est-ce que on va avoir le temps de former parce que la génération des décideurs, c'est pas la génération Y encore, hein. Et Ouais. c'est pas la nouvelle génération, tu vois. Et est-ce que la génération des décideurs, elle va être prête, tu vois, à accueillir cette vague de gens qui vont vouloir du sens et qui vont vouloir qu'on les écoute et qu'on teste leurs idées et qu'on les laisse faire des erreurs, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. C'est C'est ce que je m'imaginais en même temps de dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, des jeunes qui veulent du sens, qui veulent connaître leur place dans l'entreprise et à quoi ils servent. Et proposer, enfin, son proposition d'amélioration. Moi, je le vois dans pas mal d'entreprises dans lesquelles là j'ai visité. Il y a beaucoup de jeunes alternants qui sont hyper motivés, qui sont hyper impliqués. Et derrière, c'est clair qu'il faut avoir il faut que la génération qui aujourd'hui occupe les places de direction, quoi, de décideurs, faut qu'ils soient capables d'accepter, en tout cas,
ce que peut proposer cette nouvelle génération. Et là aujourd'hui, par rapport à ça, j'ai pas trop de réponse. Tu vois. Je me dis, je pense qu'il y en a qui sont ouverts. Après, je sais pas. J'ai pas assez de retour d'expérience par rapport à ça. Moi, je suis assez optimiste parce que soit, en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que, et c'est un peu toujours la même chose, t'as ceux qui ont compris que l'usine d'aujourd'hui, l'usine du futur, qui est l'usine d'aujourd'hui, c'est une usine où c'est du bottom-up, tu vois. Ouais. L'innovation vient du terrain, le changement vient du terrain, et le directeur reprend un vrai rôle de chef d'orchestre et non pas un rôle je saurais pas comment dire, mais tu vois, de personnes qui bloquent tout, qui prend les décisions toute seule, et qui en fait laisse personne s'exprimer. Tu vois, c'est un peu la vieille école. Aujourd'hui, maintenant, non, on veut quelqu'un qui soit conscient, qui connaisse tout le monde, qui écoute les propositions, qui les mette en œuvre, qui laisse de la liberté. Tu vois, rien que le simple fait que les équipes du terrain, tous les managers, etc., ils n'aient pas de carte bleue pour pouvoir acheter les outils dont ils ont besoin, tu vois. Qu'ils sont obligés de passer par les services achats. Moi, c'est un truc, ça me tue. Tu vois, genre, c'est hyper simple. Il y a des milliers de systèmes. On peut avoir des cartes bleues avec des plafonds. Ça peut quand même être contrôlé. Enfin, il y a toujours moyen d'avoir des contrôles et d'avoir des trucs simples. Mais aujourd'hui, putain, il y a aucun manager qui a la possibilité d'acheter ses propres trucs, même en ayant un budget, tu vois. Ça doit toujours remonter aux achats, décider en direction et tout. Qu'est-ce que t'en as à foutre en tant que directeur d'aller valider les polos ou d'aller valider, je sais pas moi, les tournevis de... Oh là là, c'est incroyable. Bref. Et du coup, je pense que ceux-là, tu vois, qui arrivent pas à changer, eh ben, ils vont se retrouver obligés de se remettre en question parce qu'en fait, plus personne voudra venir bosser chez eux. Non, mais c'est clair, c'est clair. Demain, c'est sûr et certain, quand tous les prochains, les nouvelles générations là, ou même les générations actuelles, moi j'ai 32 ans bientôt là, qui vont chercher du taf, qui vont avoir envie de bosser en usine, parce que c'est quand même des métiers qui attirent, parce que c'est des métiers aussi de passion dans plein de secteurs, dans la chimie, dans l'agro, dans l'aéro, dans l'automobile, dans les nouvelles technologies. Ça passionne aussi, même au niveau artisanat, même au niveau, tu vois, fabriquer les choses. Ben, quand tu vas regarder une boîte aujourd'hui maintenant, que tu dis, moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe chez vous. Est-ce que je peux venir une journée pour voir l'ambiance? Tu vois, rien que ça. Et ben, il y en a plein. Déjà, il y en a plein qui vont pas comprendre, qui vont dire comment ça tu vois l'ambiance? Ben non, je te file un salaire, tu viens. Bon, déjà ceux-là, ils ont tout perdu. Ouais. Et puis t'as ceux qui vont pas très bien comprendre, qui vont dire oui parce que du coup ils ont que un candidat et ça fait 6 mois qu'ils cherchent quelqu'un, et que le candidat il va leur dire désolé mais bon. Tout le monde m'a dit qu'on pouvait pas proposer d'idées, que c'était pas flexible, que vous écoutiez pas, machin, etc. Moi, j'ai pas envie de bosser pour vous, quoi. Et ces personnes-là, elles vont être obligées de se remettre en question parce qu'à un moment donné, il y aura plus personne qui aura envie de travailler dans une usine où on n'écoute pas les opérateurs, quoi. C'est clair, c'est clair. En plus, je pense qu'ils sont obligés parce que s'ils s'ouvrent pas à ça, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, pour un jeune sorti d'études, aujourd'hui, le CDI, ça veut plus rien dire. CDI, c'est clair. Les jeunes s'en foutent des CDI, mais d'une force. C'est clair. Donc aujourd'hui, moi je suis directeur d'entreprise. Ce que je veux, c'est avoir quand même un effectif assez stable, qui puisse monter en compétences, qui puisse m'apporter des retours d'expérience, etc. Si je me ferme directement à l'idée de récolter leurs avis, de les faire monter, etc. Ben là, j'ai un turnover monstrueux, et même moi, pour mes activités, c'est hyper critique, quoi. Donc, c'est ingérable. Mais de toute façon, on le voit, hein, tous les métiers, toutes les usines là qui ont des gros turnovers, forcément, elles ont une efficience qui baisse terriblement. Et après, t'as des directeurs qui disent oui, mais non, mais je comprends pas les gens pourquoi ils restent pas, etc. Il faut les payer plus. Mais c'est même pas une question de les payer plus, tu vois. C'est ça qui est génial. Tu disais, les jeunes, ils s'en foutent du CDI. En fait, pour moi, c'est pas qu'ils s'en foutent du CDI, c'est-à-dire que, mais c'est pas la raison pour laquelle ils vont accepter le boulot, en fait. C'est-à-dire que qu'un CDI, ça se casse aussi vite que ça se signe, hein. C'est ça. C'est pas qu'ils s'en foutent d'un CDI, c'est que la sécurité qui rassurait les gens à l'époque vis-à-vis du CDI,
Aujourd'hui, cette sécurité-là, ils s'en foutent, quoi. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je veux bien ton avis d'ailleurs. Ouais. Pour moi, moi j'ai 32 ans. Je mets du contexte, tu vois, j'ai 32 ans. Mes grands-parents, on était sur un post-guerre, tu vois, à peu près, pré-post-guerre. Et pour eux, ce qu'ils recherchaient, c'était la sécurité à bouffer, quoi. Il fallait un toit et à manger. C'était vraiment, on était au bas de la pyramide de Maslow. Après sont arrivés la génération de nos parents. Génération de nos parents, c'est les années 60, 80, tu vois. Yes. Là, ce que tout le monde recherchait, c'était la sécurité d'emploi. Le Saint Graal, et tu l'as dit tout à l'heure, les 3 lettres, CDI. C'est putain, t'as signé un CDI, c'est bon, t'es tranquille, t'es fonctionnaire, c'est encore mieux. C'était la sécurité d'avoir un boulot tout au long de sa vie. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que notre génération elle cherche, donc des années 90 à 2010, c'est du sens, quoi. Pour moi, on est dans la quête du bonheur. On a compris que on pouvait changer de travail. D'ailleurs, c'est la norme maintenant. On change de travail tous les 2 à 7 ans. On va changer de mission, on va changer d'entreprise. Pas forcément pour des plus gros salaires, pas forcément pour des meilleures conditions de vie, mais plus pour des quêtes de sens, de qu'est-ce que je fais dans mon travail, quel impact ça a autour de moi, est-ce que ça répond à des valeurs, à des causes qui me sont fortes. C'est exactement ça. J'ai l'exemple. La question que je me pose, ouais, vas-y. Non, vas-y, c'est quoi ton exemple? J'ai mon exemple perso, quoi. Quand j'ai repris mes études, j'ai mis fin à un CDI. Et la première remarque de mes parents, c'est ça, mais t'imagines, t'es fou, un CDI. Ah ouais, non, mais. Génération. Tu vois, un CDI, moi je reprends mes études pour faire quelque chose qui va me faire encore monter, qui va me plaire encore plus. Donc rompre un CDI, ça m'a pas fait stresser une seule minute, quoi. Ben oui, mais c'est la différence de génération, quoi. Et du coup, moi, tu vois, la question que je me pose maintenant, c'est donc ok, il y a notre génération. Je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête exactement, tu vois. Est-ce qu'elle s'arrête en 2010, en 2020, est-ce qu'elle continue encore? Je sais pas s'il y a, tu vois, encore énormément de différences. Et du coup, après la quête de sens, les nouvelles générations, elles seront en quête de quoi? Après, on rentre dans un débat ultra philosophique. Mais c'est la bonne question. Après, je me demande pas si des fois c'est cyclique en fonction du contexte un peu socio-politique, économique, un peu tout ça. Je me dis, est-ce que c'est pas cyclique avec si on retombe un petit peu dans quelque chose de dur, quoi, en termes de coût de la vie, etc. Est-ce qu'on va pas retomber sur des besoins plus basiques? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on va arriver encore à un autre niveau, tu vois, dans ces quêtes de sens, de liberté, etc. C'est clair. Ça sera le débat pour une vraie bière un jour. C'est clair. Est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie? Alors un coup de gueule pour l'industrie. En France. On en a un petit peu parlé. C'est de laisser les gens laisser les gens proposer des améliorations, quoi. C'est pas parce qu'on a une idée qu'il y a forcément quelque chose de malsain caché derrière. Aujourd'hui, si j'ai un coup de gueule à passer, c'est un petit peu par rapport à ça, parce que bien souvent, dans pas mal de cas ou de visites ou d'expériences que j'ai pu avoir, les gens quand ils travaillent, quand ils sont dans un projet, quand ils font quelque chose, ils veulent toujours se sécuriser. Faut que je me sécurise, voilà, faut que ça je le dise par mail, faut que je le trace. Si jamais il y a un truc qui va pas bien, je propose pas ça parce que bon, j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Je pense qu'aujourd'hui, vu la période qu'on vient de vivre, c'est la meilleure période aujourd'hui pour prendre du recul sur tout ce qu'on fait, quoi. Donc laisser les gens s'exprimer et laisser les gens proposer des choses, surtout ça. Arrêter d'être dans une culture où on blâme les gens qui essayent, quoi. C'est ça, exactement. De toute façon, moi je suis dans la même philosophie que toi, j'apprends en faisant des erreurs, donc alors ça c'est aussi la culture peut-être un petit peu française, c'est que si on fait une erreur, on est de suite un petit peu pointé du doigt. Mais au contraire, si on fait une erreur et qu'on l'a bien mesurée et qu'on l'a bien appréciée, on est sûr que le lendemain on fera pas la même, quoi. Voilà. Ouais.
Je suis bien d'accord avec toi, et ça va pas être facile. Et c'est un bon coup de gueule. Est-ce que t'as un livre, un podcast, une vidéo YouTube, une vidéo TikTok, un compte Instagram, même Facebook pour ceux qui sont qui dans parle les de métiers Lean? qui parlent de Lean, etc. Alors, je vais pas être du tout original pour eux. Mais après, par contre, pour ceux qui veulent découvrir, en tout cas, avoir une vision sympa de l'industrie et voir comment ça se passe. Enfin, moi, Ouais. ça peut être très classique, mais le livre, le but, pour moi, Le but? Ouais. ouais, le but, il a été vraiment exceptionnel parce que bon, quand on voit arriver le pavé, on se dit bon, pour ceux qui aiment pas trop lire, bon, je vais m'y perdre un peu dedans, je sais pas si je vais le finir. Au final, c'est tellement bien écrit et tellement bien romancé que en fait, je pense que chaque personne qui le lit peut se dire, mais ce personnage, ça peut être moi. Et, euh, et je trouve ce livre vraiment un roman qui sait parler d'industrie, des problèmes d'industrie en mêlant vie privée et, euh, et vie professionnelle. Je trouve que vraiment pour un premier livre à lire, il est vraiment top, quoi. Je suis bien d'accord, et je crois qu'il existe un film en fait qui parle de Oui, ce livre, il existe un film. qui est super bien, et j'arrive jamais à le retrouver sur internet, mais je suis sûr qu'il existe un film de ce but, et c'est vrai que c'est un super bouquin, même si au début, comme tu l'as dit, v'là le pavé, quoi. Ah oui, Euh, ouais. on arrive quasiment à la fin, Damien. Je t'ai bombardé de Yes. questions pendant 50 minutes. Pour clore ce podcast, est-ce que tu aurais une question pour moi? Ah ouais, une question un petit peu originale. Donc moi, je t'ai découvert avec les solutions que tu proposes. Aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment une entreprise ou un secteur d'activité qui t'a sollicité pour les solutions que tu proposes, mais dans lequel tu t'y attendais pas du tout? Ouais. Cultura. Ah ben ouais, carrément. Cultura. Et d'ailleurs, ça nous a été amené par un consultant. Et c'est pas Cultura en fait, c'est le consultant qui nous a dit. Donc c'est un consultant qui fait des missions en usine d'habitude sur comme toi, sur de la performance industrielle, etc. Et un jour, il nous appelle, il nous dit voilà, bah écoute, j'ai besoin de vos boutons là pour Cultura. On dit ah bon, Cultura, mais pourquoi? Il me dit bah écoute, je te jure, on a eu ce contrat, cette mission avec Cultura. Il y a des problèmes de performance dans le magasin, des problèmes d'organisation dans le magasin et donc de performance. Ouais. Et il me dit, je suis venu faire l'état des lieux, l'audit un peu. Je suis venu voir comment ça se passait dans le magasin, quoi, tu vois, première phase d'observation. Et il nous dit, j'avais l'impression d'être dans une usine. Je voyais, il me disait, c'était trop rigolo. Il disait, je voyais les rayons, c'était les machines. Les employés du magasin, c'était les opérateurs qui faisaient la maintenance de ces machines et qui s'assuraient que ces machines fonctionnent bien. Et tous les clients, ils me disaient, c'était des convoyeurs en fait, qui faisaient circuler les pièces. C'était les mecs de la logistique, et les caisses, ils disaient, c'était le service livraison ou je sais pas quoi. Enfin, et il disait, mais c'est pour. Il me dit, mais moi j'ai eu l'impression d'être dans une usine. J'ai appliqué les mêmes méthodes. J'ai fait la même chose. Bon, je pouvais pas travailler avec les clients, donc du coup ça c'était un truc, tu vois, que ça faisait partie des contraintes. Parce que tu vas pas demander au client de quoique en fait si, enfin en plus si, je dis une bêtise, tu vas demander aux clients de faire autrement parce que tu vas contrôler leur comportement, comme tu peux contrôler les flux dans une usine, etc. Et du coup il s'est servi des boutons déclic chez Cultura pour déjà pour que les équipes réalisent. Tu vois, c'est qu'on te parlait tout à l'heure, la communication, c'est ok. En fait, c'est quoi l'état des lieux? Tu me parles d'un problème, tu me parles de trucs qui sont chiants, mais c'est combien en fait? Ça arrive tous les jours? Ça arrive combien de fois par jour? Ça représente combien de temps perdu, etc. Donc déjà, les équipes, tu vois, ils ont une première réalisation. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est que les gens, ils savent quels sont les problèmes qui leur font perdre le plus de temps, Ouais. mais ils sous-estiment, eux, à chaque fois, le temps perdu. Ah, mais c'est À clair. chaque fois,
À chaque fois, j'entends les opérateurs dire waouh, je pensais pas autant. Et le manager d'ailleurs, c'est encore pire, mais ça c'est ça c'est normal. Et du coup, il s'est servi du coup des boutons pour dans sa prestation pour aller compter les problèmes. Ensuite, il a mis en place des idées, des processus qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et pareil, il a continué avec les boutons à compter, à voir la différence pour que les gens aussi se disent ah ben du coup si j'ai fait ça, ouais ça a vraiment un impact, ça m'a fait gagner de temps, ça m'a permis de mieux faire ça, etc. Et donc ouais, on a déjà eu des choses chez Cultura. Ouais, c'était assez random, je m'y attendais pas. Et là, on a de plus en plus de gens qui nous parlent d'une nouvelle tendance qui s'appelle, je sais pas si t'en as entendu parler, de Lean Services. Ça me parle, oui. Oui. Et en fait, on a de plus en plus de consultants, mais aussi de gens d'amélioration continue qui sont dans des entreprises de tertiaire, de service, c'est-à-dire ça va être des agences téléphoniques, ça va être de la comptabilité, ça va être tous les métiers derrière un bureau. Et ils nous disent bah ouais, en fait ces métiers-là aussi, on peut les prendre comme des petites usines parce qu'ils ont aussi plein de problématiques, plein de tâches. Et en fait, ça serait bien d'utiliser les boutons dans ce cas-là aussi, quoi. Donc c'est pas arrivé pour l'instant, mais je sens que ça va bientôt arriver. Bon, c'est top. Top. Et merci Damien. Je te remercie beaucoup pour cet échange, pour ce moment. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous connaissez quelqu'un qu'il faut qu'on interviewe, ou si jamais vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, m'envoyer un message ou à m'écrire arnaud@declique.fr. Et je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis bonne soirée. Merci Damien. Merci à toi Arnaud, c'était top. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declique.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.